Donc je vais brièvement présenter les résultats d'une enquête, sur l'organisation de la prise en charge des urgences des patients drépanocytaires au sein de la filière. Alors pourquoi on a fait cette enquête? C'est basé sur un constat de difficultés multiples que vous connaissez et qui avait été particulièrement bien décrite lors de la dernière journée de filière, au mois de janvier. Et donc ces difficultés, on pourrait les, répartir en des difficultés d'organisation liées aux lieux de soins, les urgences, les services d'aval et aux difficultés liées à la pathologie, comme par exemple la transfusion dont on a parlé tout à l'heure. Et donc je ne trahis aucun secret en disant que ça génère des situations d'insatisfaction, voire de tension et de revendications qui sont légitimes. Alors, comment on a fait? Ceci se passe dans le cadre du groupe de travail parcours de soins qui est, dirigé par, Maryse, qui est avec nous, par les moyens modernes, toujours. Et donc, pour, ce travail-là, on a constitué, une équipe restreinte. Donc, en premier lieu, Justine, qu'il faut à nouveau remercier, parce que sans qui rien ne serait possible, vraiment. Aurore Malric, Cécile Duménil pour la pédiatrie, Maryse, Christian Casasseia qui interviendra après pour les urgences et moi-même. Et on a fait diffuser aux responsables de chaque centre, donc, dont certains parmi vous, un questionnaire au cours de ce printemps, pour lequel on vous a donné 3 semaines pour répondre, ce qui est très court. Et, donc le questionnaire a été diffusé aux 39 centres de référence, 21 centres pardon, 39 centres de compétences, pardon, je m'y perds, et 21 centres de référence. Et le charge à vous était de diffuser le même questionnaire aux responsables des urgences avec lesquels vous travaillez. Alors, on a reçu 46 réponses, en fait, ce qui est plutôt pas mal, donc de 37 centres, 21 centres de compétences, donc un peu plus de la moitié. Et dans ces 27, dans ces 25 centres, 26 6 réponses conjointes avec l'urgentiste, pardon, et 12 centres de référence, donc également un peu plus de la moitié, avec 3 réponses conjointes. On a également la réponse de 2 centres de proximité. Donc comme vous le voyez sur les petits camemberts, c'est pas exactement les mêmes chiffres, je suis désolé, parce que dans les chiffres du haut, c'est le pourcentage de répondeurs parmi les centres de compétences et centres de référence, alors que dans les camemberts, c'est le pourcentage des réponses globales. Donc comme vous voyez, donc pour le nombre de centres de référence, majoritairement, c'est les centres de compétences qui ont été donc plus assidus que les centres de référence, petit message. Hem, les pédiatres ont également été un peu meilleurs que les adultes, si on enlève les mixtes. Et donc c'est pas une compétition, mais quand même un peu, hein. Et donc si on regarde la répartition sur le territoire, ben, les DROM plus, la province sont plus que Paris, voilà. Vous retenez ce que vous voulez. Donc ça, c'est la même chose, formulée différemment avec, la répartition des centres qui ont répondu sur le territoire, grand territoire, comme vous savez. Alors, la première partie du questionnaire portait sur la prise en charge préhospitalière, donc je pense que Christian aura des choses à dire juste après à ce sujet. Et les questions étaient, la suivante: c'est: est-ce qu'il existe une prise en charge préhospitalière dédiée pour les patients drépanocytaires dans votre centre? Et comme vous le voyez en rouge, dans l'immense majorité des cas, 76 la réponse était non. Oui, dans 17 des cas, c'est intéressant tout de même. Et dans donc cette petite population de 17 on a demandé s'il existe une procédure dédiée pour la prise en charge des patients drépanocytaires en préhospitalier, et la réponse était du même ordre, non. Donc le premier enseignement, je pense qu'on reviendra dessus après, et qu'effectivement cette étape, qui précède l'entrée au service d'accueil des urgences, peut, être améliorée. Alors j'avais posé une question qui probablement était très mal posée pour savoir s'il existait un médecin dédié pour la prise en charge des drépanocytaires. On a reçu une réponse à oui dans 87 donc je pense que ma question était mal formulée et que c'est probablement plus bas que ça, ou l'inverse. Au niveau du CHU des urgences, pardon, 46 réponses, comme je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'un médecin référent est identifié au sein de l'accueil des urgences? Ben oui, dans plus de 2 tiers des cas. Est-ce qu'un personnel paramédical est dédié, pour ces patients? Presque un tiers des cas. 3e ligne, donc est-ce qu'il existe une priorisation de la prise en charge? 93 des cas, donc c'est rassurant quand même, hein. Et est-ce qu'il existe une procédure de prise en charge de la douleur? Presque 100 mais pas tout à fait quand même, ce qui pose quand même un peu de questions. Donc pour aller un peu plus dans le détail, est-ce qu'il était formalisé que le délai de prise en charge devait être inférieur à 30 minutes? 86 des cas, donc vous voyez, c'est pas si haut que ça. Et sur le format de la dite, procédure, il y avait, plus de 2 tiers des cas du papier, 3/4 des cas informatiques, et dans une minorité des cas intégrés dans le DPI. Les gens qui ont répondu considéraient que dans 84 que la procédure était facilement accessible.
Et puis si vous regardez le petit camembert de droite, vous voyez le délai dans lequel les procédures ont été remises à jour. Donc depuis moins d'un an, 1/4 des centres, alors j'avoue, j'ai pas regardé si, c'était majoritairement des centres pédiatriques dans les suites de la mise à jour du PNDS, mais je pourrais le faire a posteriori. Et après l'immense majorité, enfin en tout cas plus de 50 de ces procédures avaient été mises à jour entre 1 et 5 ans auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait voir dans ce questionnaire? On voyait également que dans 2 tiers des cas, il existait une ligne d'avis dédiée pour les médecins urgentistes pour une équipe référente drépanocytaire et que cette ligne était active dans plus de 50 des cas H24. Il existait des lits d'aval dédiés dans 65, je trouve que c'est beaucoup, mais tant mieux, c'est une bonne nouvelle, et un personnel dédié dans 52. Et la dernière question était de savoir s'il existait des possibilités de prendre en charge le patient au domicile, soit par une HAD, soit par un dispositif identique à Drépado, et c'était le cas dans un peu plus de 20 des cas. Alors, certains centres, à notre demande, ont envoyé leur protocole, ce qui nous a permis d'avoir une approche un petit peu plus qualitative de ces protocoles. Donc 17 protocoles ont été reçus, en vérité 18, parce qu'il y en a un qui est arrivé ce matin, on ne l'a pas regardé. Donc si vous n'avez pas envoyé vos protocoles et que vous le souhaitez, faites-le, on les regardera a posteriori. Donc alors qui a répondu? Ben, plus les adultes que les pédiatres, donc ça équilibre ce que je te disais tout à l'heure en fait. Les centres de référence ont un petit peu, non, je vous rappelle que quantitativement, ils ont moins répondu, mais ils ont plus envoyé leur procédure. Et la localisation des centres, bah, finalement, c'était à peu près équilibré. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces procédures? Sur les modalités de priorisation, donc c'était décrit dans 82 des cas. Donc pourtant, c'est un des messages qui ressort souvent dans ce type dans le travail qu'on a pu faire, c'est-à-dire que ça nous semble évident qu'il faut prioriser, un patient drépanocytaire, mais c'est pas mal de dire comment il faut faire, en fait. Parce que sinon, pour quelqu'un qui a pas l'habitude ou ça peut ne pas être, aussi évident que ça. Et à cette priorisation, les pédiatres étaient parfaits puisque 100 l'avaient prévu. Par contre, aucun centre de province, c'est pas bien. La prise en charge antalgique était, précisée dans 100 des cas, ce qui était un peu à la base de la procédure, pardon. Par contre, les mesures de co-antalgie, c'est-à-dire, les médicaments qu'on peut associer à une titration de morphine, par exemple, ne l'étaient que dans 82 des cas. 100 chez les pédiatres, qui sont vraiment plus forts, quoi, et 100 dans les centres de province. On avait demandé également s'il existait une description des liens privilégiés ou des situations qui devaient faire appel au réanimateur. C'était le cas dans 70 des cas. Et est-ce que la procédure faisait apparaître les particularités liées à la maladie, donc le fait d'avoir pris de la cortisone et surtout la transfusion, dont on a largement parlé tout à l'heure. Et là, vous voyez, c'est moins de 2 tiers des cas. Enfin, on demandait également s'il existait un bilan paraclinique type proposé. C'était le cas dans 76. Et enfin, la dernière question qu'on posait sur ce questionnaire était de savoir si les modalités qui permettaient un retour à domicile étaient décrites. Ce qui était le cas dans 70 des cas, ce qui veut dire que dans 30 ça ne l'était pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Pardon, il y avait un espace de commentaires libre, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc on a eu une demande d'un centre qui n'a pas de protocole de récupérer ceux des autres, donc on va voir que c'est une piste de travail évidemment. Une remarque qui est du bon sens, mais c'est qu'on peut faire des protocoles, mais s'il n'y a pas de formation avec, ça sert à rien en fait, autant pour les patients que pour les soignants. 2 ou 3 centres ont répondu que la prise en charge au domicile n'était pas effective, mais qu'elle était en cours de déploiement, donc ça semble être une piste, pratique et à relativement court terme. Il y a une réflexion sur les lignes des avis en disant que, souvent l'avis, soit été noyé dans d'autres avis pour un service de médecine interne ou d'hémato, ou pouvait ne reposer que sur une seule personne, ce qui voulait dire que quand elle n'était pas là, il n'y avait plus d'avis. Puis une difficulté que vous connaissez tous, c'est celle du turnover, notamment concernant la formation, c'est-à-dire qu'il faut redire et redire et redire pour que les messages, y compris les plus simples, passent auprès des personnels des urgences. Les éléments de discussion que font ressortir cette étude, c'est globalement, on dégage 2 types de procédures, dans ce travail. On voit des procédures qui sont vraiment très axées sur la douleur, en disant, en gros, c'est une procédure de titration pour prendre un patient le plus vite, en charge possible, et des procédures qui vont plus être axées sur une prise en charge globale du patient avec, des rappels sur ce qu'est la maladie, des rappels sur ses particularités, sur ce qu'il faut rechercher, comme on disait tout à l'heure sur la transfusion. Donc enfin, il apparaît que cette information globale est nécessaire, notamment en se rappelant que le personnel tourne beaucoup et que ce qui est évident pour nous qui connaissons la pathologie n'est pas forcément évident pour quelqu'un d'autre. On l'a dit tout à l'heure, et la transfusion, c'en est un très bon exemple. On a également besoin, d'une manière ou d'une autre, d'avoir le dossier du patient.
C'est-à-dire que prendre juste la procédure, ça suffit pas pour des patients qui ont autant de particularités. Et enfin, je me répète, en plus de l'information, il faut de la formation. Si on donne juste des papiers avec des procédures, ça suffit pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention.